Dans le jeu, le respect de la vie a une place assez particulière. Si on devait chercher les personnages qui ont le plus la mort en horreur, on pourrait citer Dimitri, qui se rend si malade qu'il en pète les plombs, Dorothea qui passe la guerre en pleine dépression, ou Linhardt et sa phobie du sang. Claude n'en est pas à ce niveau. Il se montre toujours profondément attristé devant des vies gâchées, mais il ne laisse pas cela lui ruiner la vie. Cela ne change en rien les réactions particulièrement fortes qu'il a en cas de mort, plus que tous les autres protagonistes en général. Un exemple marquant, par exemple, est Harry Meyer. Si Solon se révèle alors que vous n'avez pas sauvé les villageois, il les tue tous les uns après les autres. Les trois leaders ont une réaction différente, mais là où Edelgard s'énerve et Dimitri fait mériter un Oscar à son comédien, I will cut you to shreds! Claude est le seul qui ne se contente pas d'être en colère, mais s'en veut également de ne pas avoir sauvé les villageois. De même, lorsque ses compagnons meurent, sa réaction est en général toujours attristée, voire horrifiée, et il se désole de ne pas avoir su les sauver. On dit souvent de lui que la victoire est sa priorité, mais... pas tant que ça en fait. Il ordonne à ses troupes de fuir si elles estiment ne pas pouvoir gagner, quelque chose qu'il est le seul à faire. Mais tout ceci s'explique pour une raison très simple. Almira. En effet, Fodlan, Fargus en particulier, est assez obsédé par l'honneur avant la raison, le fait de combattre jusqu'à la mort s'il le faut. Almira, en comparaison, semble ne voir aucune raison de combattre lorsqu'on a déjà perdu la bataille et considère le fait de survivre comme une victoire en soi. Cela peut se voir quand Judith théorise que Nader soit considéré comme invaincu parce qu'il fuit lorsqu'une bataille tourne au vinaigre. De plus, d'après Cyril, après une bataille, les Almirois se réunissent et font un grand festin pour rendre hommage à leurs morts. Mais il est sous-entendu que c'est plus une façon de célébrer le fait que eux soient en vie, ou comme il le dit, qu'ils aiment juste faire du bruit. La vie est considérée comme plus importante que la victoire pour les Almirois, et ils ne voient pas particulièrement de valeur dans la mort, contrairement à Fodlan qui semble idéaliser l'idée d'une mort honorable au combat. Surtout Fargus. Ce respect que Claude a pour la vie s'explique donc plus que tout par la manière dont il a été élevé, et c'est une différence de valeur et de culture dont il ne peut se défaire, et dont il n'a d'ailleurs probablement pas l'intention de se défaire. Il est également montré plusieurs fois que malgré la manière dont Almira a traité Claude, il aime énormément son pays natal et est fier de venir de là-bas. Sa réaction lorsqu'on l'emmène avec nous lors de l'annexe de Shamir et Aloïs en est un bon exemple. Il est furieux de voir des pirates se faire passer pour des Almirois, les accuse d'être une des raisons pour lesquelles le racisme envers les Almirois existe, et conclut même l'annexe en disant que tant qu'à se faire passer pour des Almirois, ils auraient au moins pu essayer de se battre comme tels. Ce qu'il est difficile de lire sans y voir un profond respect. Almira est un sujet intéressant à étudier en soi, car nous n'avons en fin de compte que peu d'informations à son sujet, mais assez pour se faire une idée des inspirations derrière sa culture. Et c'est en grande partie grâce à Claude. Un certain nombre de détails sur sa tenue, que ce soit ses talons hauts ou son kamarband, montrent une certaine inspiration perse. L'escouade qu'il a formée lui-même est appelée les Immortels, ce qui était le nom d'un corps d'armée de l'Empire perse également. Enfin, on peut remarquer plusieurs indices comme quoi Claude pratique le zoroastrisme ou le masdéisme, une religion de l'Empire perse qui reflète plutôt bien certains points de la personnalité de Claude. Par exemple, il est très penché sur la nature, au point de la remercier dans sa poésie lorsqu'on a l'occasion de l'entendre, et de refuser d'abîmer un arbre en l'escaladant. Or, la préservation de la pureté de l'air, de l'eau, de la terre et du feu fait partie de la doctrine zoroastre. L'esclavage et la soumission de l'être humain en sont également complètement rejetés, ce qui permet d'expliquer son choc et son horreur lorsqu'il apprend ce qui est arrivé à Cyril. Par ailleurs, le feu est considéré comme l'élément qui fait le lien entre le monde des terriens et celui du divin, ce qui ne rappelle pas forcément Claude en particulier, mais plutôt Sotis, la déesse, dont l'emblème est celui du feu. Un détail qui ajoute de la probabilité à cette théorie. Mais retournons sur Claude. Toujours au niveau de cette doctrine, Claude met la main à la pâte sans hésiter pour les corvées, même lorsqu'il n'y connaît rien comme à la vaisselle, ce qui reflète l'importance de la récolte pour le zoroastrisme, qui estime que chacun doit vivre de ses efforts et pouvoir bénéficier de sa propre récolte. De même, c'est une doctrine qui rejette l'idolâtrie et l'adoration de la pierre ou tout autre lieu construit. Ainsi, on ne voit jamais Claude dans la cathédrale à part pour la chorale, même s'il est vrai que ce point n'a rien d'unique. Il ne voit aucun intérêt dans les représentations physiques de la foi. Le zoroastrisme indique également qu'aucune oppression ne peut être admise à l'égard des hommes et que si nécessaire, il faut se soulever, ce qui reflète sa réaction aussi bien face au racisme qu'il subit que face à la déclaration de guerre d'Edelgard. Enfin, pour rejoindre cet amour de la vie mentionné plus tôt, et ses réactions horrifiées à la mort de ses camarades, on peut parler du fait que, dans la doctrine de Zoroastre, la vie est conçue comme un don de la divinité Ahura Mazda, que j'espère avoir prononcé correctement. Pour citer Wikipédia à ce sujet, la mort ne peut donc être considérée qu'avec horreur. Par ailleurs, lors de son soutien rancé avec Annette,
Claude décrit un rituel qui ressemble un peu à la fête du feu persane, dont je vais probablement écorcher le nom, Chahar Chambe Suri. J'espère que c'était pas complètement charcuté. Bref, tout ceci montre bien les inspirations perses à l'origine d'Almira et de certaines des croyances de Claude. La vision que Claude a de lui-même est intéressante à étudier également parce qu'il fait partie d'une espèce rare en Fodlan, les gens qui s'aiment. Mais pas complètement non plus, hein. Enfin, il s'aime, mais il sait qu'il est pas parfait et il a même pas forcément très confiance en lui. Si Claude peut faire preuve de beaucoup de confiance en les autres quand on lui en laisse l'occasion, il a également majoritairement confiance en lui-même et connaît plutôt bien sa valeur, mais il devient très peu sûr de lui dès qu'on s'éloigne de sa zone de confort. On ne l'entend jamais trop parler de lui-même au négatif, il lui arrive même de jouer les plus confiants qu'il ne l'est vraiment, comme par exemple si on lui fait remporter la coupe du héron blanc. J'ai pris cet exemple avant tout parce qu'il est marquant quand on le compare avec sa réaction lorsqu'on le choisit, à savoir une certaine panique. Contrairement à ce que sa réplique fanfaronne de victoire semble annoncer, Claude n'était pas du tout sûr de gagner ce concours et semble n'avoir aucune confiance en sa capacité à danser. Claude a confiance en lui et s'apprécie, mais il reste très humble quant à ses capacités. On pourrait même dire que malgré le fait qu'il s'aime plus que la moyenne de Fodlan, il possède énormément d'insécurité et doute beaucoup de ses capacités. Malgré ses nombreuses qualités, il a moins de mal à accepter la valeur des autres que la sienne, ce qui peut se comprendre avec la manière dont il a été humilié de par sa simple origine toute sa vie. Cela peut également se remarquer à la manière dont il s'arrange pour que la guerre tourne non pas autour de lui, mais de Byleth. On le voit aussi au fait qu'il n'a pas conscience de la loyauté qu'il peut inspirer chez les gens, car il ne se voit pas comme une personne que les gens suivent. Par exemple, lorsqu'il demande à ses camarades s'ils accepteront de l'accompagner pour affronter Némésis, Ignatz lui fait remarquer qu'il devrait déjà savoir qu'il le suivrait sans hésiter. Cela peut ressembler à une question rhétorique à laquelle il devrait en effet déjà connaître la réponse, mais en y réfléchissant un peu, il semble logique que non, il ne s'en soit pas rendu compte. Car la manière dont il a été élevé lui a appris que la loyauté s'appliquait à d'autres personnes. Il ne s'attend pas à ce qu'on le défende jusqu'à la mort comme Hilda peut le faire. Le texte anglais dit même explicitement qu'il comptait sur elle pour battre en retraite et il est choqué de voir qu'elle irait jusque-là pour lui. On peut également regarder la vision que Claude a de lui-même et la comparer avec la réalité des choses si on observe son emblème. Tous les emblèmes sont inspirés des arcanes majeures du tarot, et en l'occurrence, l'emblème de Regan représente l'arcane de la lune. La lune possède comme interprétation négative l'usurpation, le fait d'être victime des apparences et le mensonge. On note également que cet arcane peut désigner quelqu'un de bavard, l'impopularité et l'instabilité. À Leicester, Claude est considéré comme un usurpateur parce qu'il est sorti de nulle part pour hériter de l'Alliance et que ses origines sont douteuses. En résultat, il est très impopulaire, ce qui fait de lui une victime des apparences, et cette impopularité fait que l'Alliance est très instable pendant la majorité de l'histoire. Claude n'a également pas la langue dans sa poche et cache à tout le monde sa véritable identité, une forme de mensonge donc, il trompe les gens à son sujet au point qu'il ne révèle même jamais son véritable nom. Quand on regarde toutes les fois où il parle de lui comme d'un sale type malhonnête que personne ne peut cerner, c'est comme s'il tentait d'être l'incarnation même des côtés négatifs de cette carte. En revanche, dans les côtés plus positifs de la carte, on peut noter l'adaptabilité, la sécurité, l'environnement protecteur, l'intuition et l'imagination. Ces qualités comprennent également la curiosité, la générosité et la sensibilité. La curiosité ne s'explique plus à ce point de la vidéo, et la sensibilité et la générosité se voient à ses réactions lors des événements du jeu, ou lors de ses soutiens où il se montre souvent très sensible, mais également où il donne énormément en matière de patience et de conseils. Concernant l'adaptabilité, il n'y a qu'à voir comment il utilise le plan d'Hilda pour Merceus et le retourne à sa façon pour lui permettre d'aller plus loin et d'avancer vers son rêve, ou bien toute sa tactique pour piéger l'Empire dans Lune d'Azur pour se rendre compte qu'il est en effet très doué lorsqu'il s'agit de s'adapter. Ajoutons à cela le fait que, comme mentionné auparavant, il est très doué pour jauger les gens et déterminer ce qui se passe, et son intuition ne fait aucun doute non plus. L'imagination se reflète plutôt dans son rêve, profondément idéaliste malgré son côté pragmatique, mais aussi dans certaines de ses méthodes, comme celle qu'il présente à Petra dans leur soutien pour apprendre à monter aux arbres. Concernant la sécurité, on repart sur son obsession avec la protection des siens, entre l'évacuation de Derdriu et ses ordres de fuir en cas de danger. Enfin, l'environnement protecteur est plus vague mais peut se voir à la fois à ce que j'ai mentionné plus tôt sur le moral des troupes, mais aussi au fait qu'il est le seul avec qui le professeur se sent assez en sécurité pour partager toute la vérité à son sujet. En soi, Claude a donc plus que tout une vision de lui qui représente les côtés négatifs de la carte, sans pour autant ignorer qu'il dispose de qualités. Mais le côté mensonger et trompeur de la lune fait qu'il n'arrive pas à saisir que d'autres gens pourraient voir à travers ce voile et s'attacher à son véritable lui.
Claude montre une certaine proximité avec pas mal de PNJ, comme Judith, Nader et même ses parents qu'on ne rencontre jamais. Il a aussi bien entendu des interactions avec les autres leaders. Si Claude n'est jamais particulièrement en bon terme avec Edelgard, surtout lorsque celle-ci tente de le forcer à révéler ses secrets, il l'apprécie assez pour faire preuve de respect lorsqu'il l'affronte, au point de lui demander de se rendre lorsqu'on a grandement diminué sa barre de vie, car il n'a pas envie d'avoir à la tuer. Et ce alors qu'il n'apprécie pas ses méthodes et n'est clairement pas heureux de l'avoir utilisé sa propre population comme bouclier. Grand adepte des taquineries, il n'hésite pas à lui lancer quelques répliques amusées en début de combat. Il finit même par comprendre ce qu'elle tentait de faire en s'alliant à Agartha, même s'il n'est pas d'accord avec elle. Il se montre d'ailleurs profondément attristé, plus qu'agacé, par la lettre que Hubert laisse à son attention pour qu'il se débarrasse des serpents des ténèbres, faisant remarquer que beaucoup de choses auraient pu être évitées si seulement ils avaient décidé de discuter au lieu de se contenter de laisser un message en cas de défaite. En comparaison, Claude a une relation profondément amicale avec Dimitri. S'il n'hésite pas non plus à le taquiner lors des batailles amicales dans l'espoir de l'énerver pour qu'il fasse une erreur, il est évident qu'ils se respectent énormément et que Claude aimerait surtout voir Dimitri perdre un peu de ce contrôle qu'il exerce en permanence sur lui-même. On les voit également discuter ensemble lors du premier chapitre du jeu, ainsi que dans Ombres embrasées, où ils sont d'ailleurs régulièrement à proximité l'un de l'autre et interagissent à plusieurs reprises, en général en rebondissant sur ce que l'autre a dit. Lors de la cinématique du siège de Garregmac, on les voit d'ailleurs combattre côte à côte. À grandeur, Claude tente en général de négocier avec Dimitri avant de se rendre compte que celui-ci n'écoutera pas, et comme on l'a vu, selon la route, soit il n'hésitera pas à mettre sa vie et celle de ses gens entre ses mains, puis à lui confier son rêve, soit il se montrera profondément attristé et dépité en apprenant sa mort. En plus de cela, leurs cinématiques de retrouvailles servent de reflet l'une à l'autre, et leurs routes sont extrêmement complémentaires en matière de storytelling et de thèmes abordés. Exactement comme leur design. La description de leur version plus jeune sur Fire Emblem Heroes parle d'eux comme étant des rivaux, et c'est peut-être en effet la bonne façon de les décrire. Ils sont clairement amis et se font confiance, mais les circonstances nous empêchent de les voir s'allier correctement. Passons dorénavant à Judith et Nader, ses seconds. On ne sait finalement pas tant que ça de Nader, si ce n'est que c'est un général anirois, réputé comme invincible, et que c'était très probablement l'instructeur de Claude lorsque celui-ci était jeune. Nader est bon vivant et enthousiaste, très affectueux envers Claude, et celui-ci lui fait assez confiance pour lui confier ses terres en son absence. C'est également le général que Claude choisit pour l'aider à mener l'attaque surprise sur Merceus, et celui qu'il parvient à faire se réconcilier avec Holst. Il est clair qu'ils se connaissent bien et se font confiance, et on reconnaît un peu le côté humble mais confiant de Claude dans la manière dont Nader affirme que sa seule qualité est d'être compétent. En dehors de ses parents, qui l'ont élevé à la dure mais qu'il semble tout de même beaucoup aimer, Nader est la preuve que tout le monde à Almira ne souhaite pas forcément de mal à Claude et que certains sont prêts à le suivre. Judith, quant à elle, est sa seconde quand on en vient à Leicester. Si la maison Daphnel qu'elle dirige n'a plus beaucoup d'influence dans les débats, il est clair qu'elle est toujours puissante quand on voit qu'elle est celle qui est chargée d'aller escorter Claude à Derdrieu lorsqu'on a besoin de lui, et qu'elle ne tolère aucun manque de respect de sa part. Elle se montre souvent assez acerbe et dure envers lui, mais il est aussi clair qu'elle l'apprécie énormément et le respecte, même si elle le voit sûrement comme une sorte de neveu insolent. Elle n'hésite pas à lui obéir et sa loyauté n'est jamais mise en doute. Claude dit d'ailleurs avant qu'on aille la chercher à Hylel qu'il n'y a aucun doute qu'elle les aidera car elle l'adore. Ça ne l'empêche pas de le taquiner et de prendre le dessus sur la conversation dès qu'elle le peut, un manque de déférence particulièrement unique envers un leader dans ce jeu. En retour, Claude l'apprécie et la respecte beaucoup aussi. Il dit d'ailleurs qu'il n'aurait sûrement jamais été accepté par Leicester sans elle et qu'il lui doit énormément. De plus, il lui interdit de mourir et lui ordonne de battre en retraite si elle ne pense pas pouvoir gagner une bataille, preuve s'il en faut qu'il déteste profondément l'idée de la perdre. Elle est un de ses soutiens sans faille, du début à la fin, et tout comme Nader est la preuve que tout Almira ne veut pas de mal à Claude, elle est la preuve qu'il en va de même pour Leicester. Passons maintenant au personnage avec qui il a des conversations de soutien. Il fait partie des personnages avec le plus de soutien du jeu, et d'ailleurs, si on compte les conversations avec Byleth, hommes et femmes comme deux conversations différentes, le protagoniste qui a le plus de conversations de soutien du jeu. Si on ne les considère que comme un seul soutien, en revanche, il reste en tête mais ex-aequo avec Dimitri cette fois. Cela reflète d'ailleurs une fois de plus l'arcane de la Lune, qui représente un certain nombre de lieux, y compris les lieux de vie en communauté. Il est par ailleurs le seul des 3 délégués à pouvoir obtenir un niveau de soutien supérieur avec un élève d'une autre classe que la sienne que le délégué de la classe en question. En effet, il a un soutien en 4 rangs avec Petra, alors qu'Edelgard ne peut atteindre que le 2e rang. On constate également que des 5 personnages avec qui il a un soutien en 4 rangs, 4 d'entre eux sont des personnages qui ont un statut extérieur similaire au sien. Le professeur ignore presque tout du monde dans lequel Yel a grandi, tout comme il a dû lui-même tout apprendre. Petra et Shamir sont des étrangères comme lui,
Et Flayn, en plus de s'être réveillé d'un long sommeil dans un monde qui avait changé du tout au tout, cache son identité comme il le fait. La seule exception est Ingrid, mais Ingrid est un peu un cas à part puisqu'elle et Annette sont les deux seuls personnages à avoir autant, voire plus de conversations en 4 rangs que Claude et Dimitri pour des raisons que j'ignore. Dans ses relations avec ses camarades, Claude se montre facétieux, mais il fait aussi preuve de réflexion, d'intelligence et plus d'une fois de bons conseils. Il endosse un rôle de mentor dans un grand nombre de ses soutiens, ou au moins d'égal, mais montre aussi, sans surprise, énormément d'intérêt à apprendre et évoluer dès que quelqu'un se montre son supérieur dans un domaine. Dans ses soutiens avec Petra par exemple. Mais là où ses soutiens lui permettent d'en apprendre beaucoup, il ne laisse en revanche pas forcément beaucoup d'informations à son propre sujet échapper, et lorsqu'il le fait, c'est volontaire et calculé, comme lorsqu'il raconte des anecdotes de sa vie à Hilda ou son histoire à Marianne. D'une certaine façon, Claude prend beaucoup plus qu'il ne donne au niveau information dans sa relation, mais s'arrange toujours pour que la relation reste égale en donnant ce qu'il peut d'autre, que ce soit conseil, réflexion ou compagnie. Il est d'un naturel avenant et se montre rarement désobligeant, mais il a aussi tendance à ne vraiment pas aimer se retrouver en position de faiblesse comme on peut le voir lors de ses soutiens avec Balthus, où celui-ci détermine certains de ses secrets bien trop vite à son goût. Les soutiens de Claude en fait nous apprennent tous quelque chose de différent sur lui. Ce fake Byleth, bien entendu, en plus de nous révéler une partie de son histoire, nous dévoile qu'il est en réalité très spirituel et que c'est juste que la foi de Faudlan ne résonne pas avec la sienne. Il nous révèle également qu'il a un talent pour créer des poisons et démontre son pragmatisme. Ceux avec Petra nous montrent son ingéniosité, sa détermination à réussir lorsqu'il a quelque chose en tête, son bon cœur, et une fois de plus sa spiritualité qui est finalement un thème qui revient beaucoup. Il est quelqu'un qui aime découvrir les différentes foi du monde et réfléchir à d'où elles proviennent, et il est très prompt au débat sur la théologie, d'une manière qui peut d'ailleurs faire un peu penser à la foi juive. Avec Annette, on découvre qu'il a un certain intérêt pour l'analyse de texte, au point peut-être de la suranalyse, mais aussi qu'il est capable d'écrire des chansons. C'est également un soutien qui montre qu'il respecte profondément les gens capables de transmettre la joie et l'énergie autour d'eux, quelque chose qu'il tente clairement de faire dans sa route avec un certain succès. Ses soutiens avec Ingrid, aussi conflictuels qu'ils soient, forcent celle-ci à admettre qu'il est à la fois respectueux et profondément fiable, même s'il est incapable d'avoir cette attitude propre sur lui qu'elle associe à un chef respectable, et peut parfois utiliser les mauvais mots par accident. On note également qu'il s'excuse quand il l'offense, preuve qu'il n'est jamais insensible volontairement. De plus, il est fort amusant de voir Ingrid le comparer à Sylvain en général de manière plutôt favorable, car Sylvain et Claude arborent un certain nombre de points communs qui commencent par le fait qu'ils cachent leurs doutes derrière un sourire engageant, et se terminent par l'amour qu'ils ont tous les deux pour les jeux de plateau. Où est leur soutien ? Bref, lors de ses soutiens avec Lorenz, celui-ci commence en général par se montrer assez ignoble envers lui, parfois sans vraie raison. J'ai 18 ans, je suis coiffé comme un Beatles et j'ai pas de copine. C'est pas une raison suffisante. Mais ces conversations nous montrent à la fois l'intelligence politique de Claude, et jusqu'à quel point il se renseigne avant d'émettre un jugement, montrant ainsi qu'il connaît finalement mieux l'état actuel des familles nobles de l'Alliance que Lorenz lui-même, qui pourtant a grandi là-bas et les a étudiées. Malgré cela, ces soutiens permettent également à Claude de développer assez de respect et de confiance envers Lorenz pour, vers la fin, envisager de lui confier à l'Alliance alors que lui-même retournerait en Almira, et il est évident que malgré leur relation conflictuelle, Lorenz a développé un profond attachement envers lui. Si ses soutiens avec Raphaël montrent avant tout le profond respect qu'il a pour la gentillesse et le fait qu'il souhaiterait avoir avant tout des gens profondément bons comme lui à son service, ses soutiens avec Ignatz accentuent plus que tout son côté facétieux et taquin, lorsqu'il se rend compte qu'il ne pourra pas discuter théologie avec lui comme il s'y attendait. Pas de souci, il trouve quelqu'un d'autre avec qui discuter de ça. Avec Lysithea, on reste un peu sur son côté facétieux. Il la traite comme Polymandie, un grand frère chiant. Mais en dehors de ses moqueries constantes, il est clair qu'il s'inquiète beaucoup pour elle et la respecte énormément. On passe également un certain moment à étudier ses talents stratégiques et la capacité qu'il a à jauger les talents de ses camarades, ainsi que comment leur personnalité les affecte, un talent qui, on l'a vu, joue un rôle dans plus d'une route. En fin de compte, ses soutiens mettent l'accent sur sa maturité surprenante, derrière les blagues et les sourires, preuve que les deux ne sont pas incompatibles. Ils mettent aussi en relief le fait qu'il soit régulièrement sous-estimé par ses pairs malgré son efficacité. Ses soutiens avec Marianne et Flayn mettent plutôt en relief ses capacités de recherche et de réflexion, puisque malgré son arrivée tardive en Faudlan, il identifie leur véritable identité à toutes les deux. Il partage également son histoire avec Marianne, faisant preuve d'énormément d'empathie, une autre de ses grandes qualités. Avec Flayn, il se montre également bon joueur, prêt à admettre son plus grand secret si elle parvient à le découvrir, à savoir son identité, quelque chose qui n'est pourtant pas facile pour lui. C'est un échange de bons procédés en soi. C'est également un des rares soutiens du jeu à faire intervenir un troisième joueur,
en la personne de Cétès, qui a une dispute avec Flayn au début de celui-ci, ce qui a du sens car c'est en étudiant leur relation qu'il a déterminé leur véritable identité. Ses soutiens avec Hilda sont à la fois drôles et profondément touchants, vu qu'elle est probablement la meilleure amie qu'il se crée dans le jeu en dehors du professeur. On les trouve d'ailleurs régulièrement en train de discuter dans le monastère lors de la première partie, même dans la route des lions si on a recruté Hilda. Dedans, il va l'encourager à se rapprocher de son frère qui semble beaucoup se soucier d'elle, probablement en se rappelant ses propres frères qui lui menaient la vie dure. Où est son soutien avec Sylvain? Putain! Il va également lui raconter des anecdotes de son enfance et même avoir un échange honnête avec elle quant à leur tendance à cacher leurs émotions derrière un masque, que ce soit un sourire ou de fausses larmes. Le fait qu'il mentionne vouloir lui faire rencontrer ses parents, lui qui tente en général de cacher son identité, témoigne de la confiance qu'il lui voue, surtout lorsque durant leur conversation, Hilda prononce sans s'en rendre compte des mots insultants envers des gens à qui il tient, comme Nader. Il peut également atteindre ce niveau dans ses soutiens avec Léonie, avec qui il a toujours des conversations profondément enrichissantes. À part le rancé qui se concentre plutôt sur son manque de talent pour la vaisselle. Un fait amusant et intéressant quand on sait qu'il possède la meilleure technique et dextérité donc du jeu. Apparemment même quelqu'un d'adroit avec ses mains comme lui ne peut rien contre de l'eau savonneuse. Je parlais plutôt du fait qu'il trouvait quelqu'un avec qui discuter théologie, eh bien il s'agit de Léonie. C'est sûrement le soutien où il exprime le plus en détail son point de vue sur la déesse de Fodlan, à savoir qu'elle est importante d'un point de vue soutien moral pour les croyants, mais que la remercier pour la nature lui semble absurde. Un point qui est logique, mais aussi assez ironique quand on apprend que la nature est présente à Fodlan, justement parce que Sotis a guéri la Terre après les ravages causés par Agartha. Remercier la déesse pour la nature a donc un côté logique lorsqu'on sait cela. Mais lorsqu'on ignore ce contexte, les interrogations de Claude ont énormément de sens, et Léonie apprécie beaucoup son point de vue très extérieur, notamment dans leur rang A, où il lui fait prendre du recul par rapport à la guerre. Claude est quelqu'un qui se considère comme tout petit à l'échelle du monde et a finalement beaucoup d'humilité, une humilité qui a quelque chose d'à la fois contagieux et attachant. Si ses soutiens avec Shamir montrent son amour des siestes sous un arbre, de la même façon que ses soutiens avec Petra, il s'agit aussi probablement de ceux où il montre le plus de vulnérabilité, en dehors de ceux avec le professeur. Il admet qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait là, d'être au bon endroit dans sa vie, d'appartenir à Fodlan tout simplement. S'il avait partagé son histoire avec Marianne, il l'avait fait de manière détournée, au point que celle-ci ne se rend possiblement même pas compte que c'est de lui qu'il parle. Aucun artifice de ce genre avec Shamir. Il est sincère et direct du début à la fin. Lorsque Shamir envisage par la suite de se rendre en Almira, sans se rendre compte qu'il vient de là, il lui donne un énorme indice quant à son identité, en disant que dans ce cas, il devrait se rendre à Dagda, vu que c'est là qu'elle a grandi. Shamir ne comprend pas l'indice, mais qu'elle fasse le lien restait un gros risque, un qu'il a pris, ce qui montrait qu'il lui faisait assez confiance pour ça. Il mentionne énormément la notion de foyer dans ce soutien, or, le foyer est également un des lieux les plus représentatifs de l'arcane de la Lune. Le fait est que Claude n'a jamais été entièrement accepté dans aucun de ses foyers en fin de compte, ce qui ne l'empêche pas d'y rester pour y accomplir ses objectifs. Si son soutien avec Balthus a le rare privilège de le montrer en position de faiblesse, forcé de lui faire rencontrer sa mère s'il ne veut pas que Balthus dévoile son identité à tous, c'est également le soutien qui nous permet d'en savoir le plus sur Tiana Van Rigan, notamment le fait qu'il finisse le dialogue en se demandant si c'est son père ou sa mère qui risque d'essayer de tuer Balthus en premier, ce qui en dit long sur le type de couple que c'est de la forme. On note néanmoins que ceci est un ajout complet de la traduction anglaise, car voici comment se finit le dialogue en japonais. Son soutien avec Hilda l'avait vu décrire son père comme un excentrique et sa mère comme une sorte de reine de la guerre, mais on s'en tenait à ça. Balthus et lui ont aussi, malgré la manière dont commence leur conversation, une discussion assez touchante sur le mélange des lignées et le besoin de s'accepter les uns les autres qui montrent que pour toutes leurs différences, ils ont finalement des idéaux assez similaires. Enfin, ses soutiens avec Cyril nous montrent un côté de Claude auquel on ne s'attendrait pas, surtout avec le côté cauchemardesque de son enfance. Il montre que finalement, Claude reste un noble, il reste quelqu'un de très protégé. Il essaye de faire ce qu'il peut pour son peuple, mais même s'il a quelque chose de beaucoup plus humble, nature et terrien que la plupart des nobles de Fodlan, il reste assez détaché malgré lui des réalités que ce peuple traverse tous les jours. Il est absolument choqué de découvrir ce qui advient des orphelins de guerre d'Almira et considère le fait de ne pas être au courant comme un véritable échec de sa part. Dans leur rambée, Cyril le compare à Rhea, disant qu'ils sont finalement très similaires dans leur désir de ne pas laisser quiconque être opprimé, exactement comme Rhea a adopté Cyril et a donné un foyer à tous les orphelins de Remaer immédiatement, uniquement parce que c'était la bonne chose à faire. Si Claude dit franchement dans ses soutiens qu'il n'hésiterait pas à se faire un ennemi de Rhea si c'était nécessaire, les mots de Cyril parviennent à changer sa perspective, lui permettant d'admettre à la fois qu'il doit encore élargir ses horizons,
et qu'il n'a pas besoin de se faire un ennemi de l'Église ou de Rhea, car finalement, tous deux aspirent à faire ce qui est bon et aider les opprimés, que la déesse soit impliquée ou pas. Les soutiens avec Cyril, finalement, mettent en relief la plupart de ses qualités, comme sa capacité à écouter les autres, reconnaître les mérites de leurs opinions et accepter de revoir son point de vue et sa manière de faire en fonction de celle-ci. Mais ils mettent aussi en relief son humanité en rappelant qu'il est faillible et qu'il en a conscience. J'ai déjà parlé de l'emblème de Rigan et de son lien avec l'arcane de la lune, mais parlons-en encore un dernier instant en rapport avec Derdrieu. Parmi tous les lieux reflétés par cet arcane, le foyer est l'un des plus importants, mais également le bord de la mer. Il est donc amusant de noter que la ville qui sert de fief à la famille Rigan, soit Derdrieu, la capitale aquatique, est la seule ville que l'on visite du jeu qui se trouve en bord de mer. Maintenant, parlons donc de deux autres thèmes qui reviennent quant au personnage. Le premier des deux se rapproche de la lune car il s'agit des étoiles. Claude est un personnage qui attache une certaine importance aux étoiles comme on peut le voir dans certains soutiens, et il fait donc sens qu'un certain nombre de points récurrents à son sujet les concernent également, le plus souvent de façon qu'on pourrait qualifier de légèrement ironique. Pour commencer, on peut constater que l'objet permettant d'obtenir son emblème se nomme le sceau du dragon étoile, indiquant donc que le Nabatéen à l'origine de l'emblème de Rigan avait un lien avec les étoiles. Cela se voit également à l'attaque spéciale d'Infaillible, Astre déchu, qui fait explicitement référence aux étoiles. Si ce parallèle de l'emblème de Rigan avec les étoiles peut sembler étrange étant donné qu'il s'agit de l'emblème qui reflète l'arcane de la lune et non pas l'arcane des étoiles, cela peut également refléter Sotis, que les Agarthés qualifient d'astre maléfique. Étoile déchue en anglais. Claude étant l'un des rares personnages à pouvoir apprendre le lien exact que Byleth a avec Sotis, cela fait d'une certaine façon de lui le personnage le plus proche de la nouvelle incarnation de la déesse, ainsi que son plus fidèle compagnon. Ce parallèle entre les étoiles peut donc faire appel à ce détail. Enfin, la dernière utilisation des étoiles en rapport à Claude peut se trouver dans la musique du boss final de sa route, l'absolument extraordinaire l'Astre Assassin. Ou en anglais parce que c'est beaucoup plus classe, God Shattering Star. Si on peut considérer que le titre du morceau fait référence à Némésis, qui est celui qui a assassiné la déesse, mis en parallèle justement avec Sotis, l'astre maléfique, on peut également y voir un parallèle avec Claude, qui en plus d'aider à éliminer une véritable légende qu'on pourrait presque voir comme un dieu, a l'intention de se débarrasser du statu quo en révélant la véritable histoire de Faudlan, et donc de briser la vision actuelle des choses, y compris celle des dieux et des légendes. Toute cette histoire d'étoiles me fait penser qu'il aurait eu bien des choses à dire à Happy, tiens. En plus d'avoir l'emblème de l'arcane des étoiles, elle montre beaucoup de connaissances quant à l'astronomie. Il aurait pu être intéressant de les faire discuter. Maintenant que nous en avons fini avec les étoiles, parlons d'un autre thème que je souhaiterais aborder, l'immortalité. En effet, Rhalid, son véritable nom, signifie apparemment éternel. C'est un détail qui peut sembler sans importance, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il s'agit du seul protagoniste à survivre à toutes les routes. Et pour ceux qui ont levé la main en disant « Mais Fleur Vermeille », je vous renverrai à une interview Nintendo Dream où les créateurs du jeu ont confirmé que Claude est toujours vivant à la fin des routes canon. Il est donc le seul des protagonistes du jeu à survivre quoi qu'il arrive. De plus, l'unité qui lui est attitrée dans le jeu et qui a explicitement été formée par lui s'appelle les Immortels, comme j'ai mentionné plus tôt avec les références à l'Empire Perse. C'est donc un thème récurrent qui sert de joli clin d'œil quant au fait que Claude est en fin de compte un survivant, Claude, survivant de l'enfer, et le seul à s'en sortir dans toutes les fins crédibles. Parlons également rapidement du lien d'amitié nouveau-futur de Fire Emblem Heroes dans lequel il apparaît. J'ignore si on peut le qualifier de canon, mais je trouvais intéressant d'en parler. Dans ses conversations en solo, Claude demande à être présenté aux tacticiens les plus inhabituels de la franchise. Inhabituels signifiant exécrables et qui ne se préoccupent guère de leurs troupes. Les tacticiens en question n'ont rien d'autre à lui donner que des conseils ignobles, que Claude écoute avec attention, reconnaissant même les différents mérites des stratégies en question. Lorsqu'à la fin on lui demande ses raisons, il répond, plein de candeur, qu'il veut connaître les stratégies les plus perfides que pourraient utiliser ses ennemis afin de savoir comment les contrer. Si le tacticien d'en face ne le croit pas une seconde mais n'arrache pas d'autre explication de sa part, lorsqu'on a fini Three Houses, il est assez évident que Claude disait la vérité, mais avec assez de moquerie pour que ça semble faux. Et vu qu'il s'agit de Claude après Vandenrode, on peut même considérer Gronder comme la source de cette envie d'étudier les stratégies atroces dont seraient capables ses adversaires. En effet, lors de la bataille Mikala 3, Claude fait remarquer qu'une stratégie serait de mettre le feu à la colline après y avoir piégé l'ennemi, mais il n'y pense clairement pas sérieusement. Il utilise une tactique similaire lors du siège de Garregmak, mais en discute avec ses hommes au préalable et il est possible de ne pas l'effectuer. En revanche, à Gronder, c'est l'Empire qui le fait lors de la seconde bataille sans se préoccuper de ses propres hommes postés dessus. Ou même plus exactement, précisément alors que ses hommes se sont précipités sur la colline pour apporter de l'aide à ceux qui étaient déjà postés dessus.
Il est tout à fait possible d'interpréter le désir d'apprendre de Claude comme le souhait de ne pas laisser une telle atrocité se reproduire, ou au moins de trouver comment contrer ce genre de tactique. Néanmoins, le fait qu'il ait plaisanté au sujet de mettre le feu à la colline montre que, comme le dit Gangrel, il a en effet déjà ses stratégies en tête. Cela ne veut juste pas dire qu'il les mettrait à exécution. Pour conclure sur des détails intéressants, parlons tout d'abord du présent, du passé et du futur. Beaucoup de gens aiment considérer que chacun des 3 seigneurs représente l'un des 3 temps, et qu'en l'occurrence, Claude représente le présent. No time like the present. Je trouve personnellement la théorie intéressante mais aussi profondément erronée, car les 3 seigneurs représentent en réalité 3 versions différentes de ces 3 temporalités. Dans le cas de Claude, il utilise les souffrances de son passé comme motivation pour ne laisser personne d'autre souffrir de la même façon, mais contrairement à Edelgard, il refuse de sacrifier le présent au profit de l'avenir ou d'enterrer ce passé. Au contraire, il est profondément investi dans la véritable histoire et le passé de Fodlan, mais estime que c'est en tirant des leçons de ce passé qu'on peut créer un avenir durable, car c'est le passé qui explique la situation du présent. En soi, il fait donc la part des choses et montre un très bon équilibre au niveau de ses priorités, encore une fois. Étudier le passé pour comprendre le présent et donc créer l'avenir. Enfin, parlons maintenant d'un de ces petits faux choix que possède le jeu, à savoir le tout premier. Non, pas le genre de votre personnage, mais la question de Sotis. Les 2 premières réponses ne servent à rien. On ne peut accéder au jeu que lorsqu'on choisit la dernière. Mais dans ce cas, quel intérêt à cette question ? Eh bien, il est en général considéré qu'elle représente les 3 protagonistes. S'il est communément admis que Dimitri est le fantôme, qui de Claude et Edelgard est le démon ou l'âme mortelle, à savoir l'humain, est plus sujet à débat. Après tout, Edelgard est obsédée par l'humanité au point de vouloir faire un génocide des Nabatéens pour que ce monde n'appartienne qu'aux humains. Mais le fait qu'elle soit prête à tout sacrifier, que ce soit sa moralité, un nombre incalculable d'autres humains, ou, eh bien, son humanité elle-même, semble plutôt la poser dans la case démon. Claude, en revanche, est surnommé en version originale le démon de la tactique et non pas le génie tactique comme en français. Il qualifie également sa mère de reine démoniaque. Néanmoins, il est le leader qui montre le plus d'humanité du début à la fin et le seul qui ne perde jamais cette humanité de vue, ce qui semble plutôt le caser dans la case humain. Je n'ai pas de réponse précise et je ne suis pas sûre qu'il y en ait une, je trouvais juste intéressant d'y réfléchir. J'ai bien sûr des théories, mais je crois que cette vidéo sera déjà bien assez longue sans qu'on me laisse entrer dans l'espace théorie dans lequel je peux encore passer des heures. Un petit dernier point que je soulève plus par amusement que parce qu'il y a vraiment d'intérêt à l'étudier, est que les nobles des Serres d'Or sont tous nommés après des personnages de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear. Regan vient de Regan, et il y a également Edmond, le comte de Gloucester, une Cordelia, ce qui est le nom de famille de Lysithea en japonais, et une Goneril. S'il n'y a clairement pas le moindre rapport entre les personnages de la tragédie et ceux du jeu, on notera tout de même que Regan, Goneril et Cornelia sont sœurs, mais que contrairement à celles de la pièce qui sont perfides ou tragiques et s'entretuent, Claude, Hilda et Lysithea s'entendent plutôt bien et se font confiance. On peut y voir un certain humour dans le fait que Lysithea a le nom de la plus jeune sœur, qui est pure et honnête, lorsque Lysithea, en plus d'être l'élève la plus jeune du jeu, est si franche qu'elle pourrait sincèrement apprendre le tact, tandis que Goneril et Regan, les vilaines sœurs, voient leur nom donné à Hilda et Claude, les manipulateurs. Hilda est la plus âgée des 3, comme Goneril, mais dans la pièce, c'est Goneril qui utilise du poison pour tuer sa sœur et non Regan, alors que dans le jeu, c'est plutôt Claude l'amateur de poison. De même, aucun de ces personnages ne survit à la pièce, alors que justement, comme on l'a vu, Claude est LE personnage qui survit à toutes les routes. Ces noms ne sont donc qu'un clin d'œil sans réel intérêt au niveau de l'interprétation, mais qu'il restait drôle de soulever. Claude von Regan est un des personnages les plus subtils du jeu. Il agit plus comme un être humain que la plupart des autres. Moins intense, plus discret quant à sa souffrance, il n'en reste pas moins l'un des plus intéressants pour ne pas dire le plus intéressant, justement en raison de ses subtilités. Si sa bonté est indéniable, cela ne l'empêche pas d'être manipulateur, sans scrupules, voire de faire preuve de méchanceté envers ses ennemis. Il est également profondément intelligent et sait de quoi il est capable, mais il n'a malgré tout pas du tout confiance en lui, contrairement à ce qu'il affiche. Quelle que soit la route, il ne se considère pas comme la personne idéale pour gouverner Fodlan, malgré ses qualifications remarquables, que l'on pourrait même considérer honnêtement supérieure à celle de Byleth, à qui il laisse en général ce rôle à sa place. Comme la plupart des personnages du jeu, Claude est une contradiction ambulante qui s'aime et se respecte mais n'a pas confiance en lui, qui ne croit pas en la déesse mais devient le seul à connaître son existence, et qui est à la fois profondément terre-à-terre et incroyablement idéaliste. Il représente le chef idéal,
à la fois intelligent, pragmatique, et à prioriser la vie de ces hommes et des innocents avant la victoire, mais il est également celui qui ne reçoit aucun respect malgré ses qualités. On pourrait continuer longtemps comme ça. Les faits restent que Claude Van Driegan est un homme ambitieux, mais qui refuse de laisser toutes les horreurs qui ont composé sa vie dévorer sa joie de vivre. Il se met également très rarement en colère dans le jeu, et c'est toujours à un moment compréhensible, comme lorsque ces hommes se font tuer à grandeur, lorsque Delgarde refuse de se rendre malgré sa défaite évidente, ou lorsque Rhea hésite trop à révéler ce qu'elle sait malgré les événements. Claude est un personnage profondément intéressant et fascinant, qu'on pourrait encore analyser des heures durant sans arriver à court de choses à dire. Le fait qu'il cache très fort son jeu tout en étant étrangement honnête la plupart du temps font de lui une merveilleuse représentation de cette opposition mensonge-vérité que j'aime régulièrement étudier dans les différents médias et qui me fascine profondément. Si je m'écoutais, j'aurais encore bien des choses à dire sur lui, que ce soit sur les inspirations qui seraient à la base du personnage, ou sur le simple fait que la traduction française, à cause de ses limitations, retire malheureusement une partie de la personnalité du personnage. Néanmoins, je pense que c'est déjà très long, et malheureusement, les sources que j'ai trouvées sur le premier sujet ne se recoupent pas toutes. J'ai préféré donc m'arrêter là au lieu de dire une bêtise. Quant au second, si vous avez vu ma vidéo sur la traduction des jeux vidéo, vous savez déjà de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, je crois que cette vidéo résume assez bien pourquoi j'aime tant ce garçon. J'espère donc qu'elle vous a plu, et qu'elle vous aura appris bien des choses sur un de mes personnages préférés de tous les temps.